Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité. Ce soir, deux sujets politiques nationaux, scrutés à l'international, en rapport avec le deuxième congrès ordinaire du RHDP et la naissance du Front commun au sein de l'opposition. Aujourd'hui, nos débatteurs vont décrypter les enjeux, les stratégies et, pourquoi pas, les conséquences possibles de ces deux événements pour la Côte d'Ivoire à 4 mois de l'élection présidentielle. Sur ce plateau, bonsoir Saint-Claver Roula. Bonsoir, Yann. Alors, vous êtes journaliste éditorialiste à Le Panafricain. Oui. Bienvenue. Merci. Bonsoir Michel Lutta. Bonsoir Eliane. Alors, je précise que vous êtes journaliste, directeur fondateur du Bélier. Tout à fait. Bienvenue. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir, Eliane. Alors, vous êtes journaliste, chef du service économie à la RTI. C'est bien ça. Messieurs, bienvenue. Jingle. Premier arrêt de ce club de la presse, le deuxième congrès ordinaire du RHDP. Le candidat à la présidentielle de 2025 n'est toujours pas connu. Nous retrouvons Konechaka. À l'issue du deuxième congrès ordinaire du RHDP tenu du 21 au 22 juin 2025, les militants ont unanimement désigné le président Alassane Ouattara comme président du RHDP et candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Cependant, s'il a accepté de reprendre les rênes du parti, Alassane Ouattara appelle les militants à la patience quant à sa décision relative à l'élection présidentielle. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme et conscience, une décision. Le RHDP et toute la classe politique retiennent donc leur souffle. Merci Siaka Kone. Alors, Michel Betta, commentaire, le président Alassane Ouattara, donc président du RHDP, indique qu'il est le président de tous les Ivoiriens et il n'a pas donné sa réponse concernant justement la demande des congressistes pour qu'il soit candidat pour le scrutin à venir. Commentaire. Oui, moi d'abord, ce congrès a retenu toute l'attention des Ivoiriens que nous sommes. Pour nous, c'était un congrès de clarification où l'intitulé même de ce congrès-là le disait clairement. Le RHDP allait désigner et son président et son candidat à la présidentielle de 2025. Mais contre toute attente, le président est connu, mais le candidat, nous devons encore attendre. Voyez-vous, ça pose plusieurs problèmes parce qu'on le disait depuis l'entame de l'année 2025, nous sommes dans une année électorale. Et oui, pour une année électorale, les candidats sont connus pour la plupart bien avant l'échéance électorale. Donc ici, les autres candidats sont connus. Le candidat du PDCI est connu, le candidat du PPACI est connu et bien d'autres. En dehors du RHDP, c'est le seul parti dont le candidat n'est pas connu. Alors, est-ce que ça pose un problème? Oui, ça pose un problème réel, oui, non seulement pour la Côte d'Ivoire, parce que, faut le dire, les élections sont un aspect qui cristallise et même les investisseurs économiques et tous les autres aspects du pays. Donc, aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que le président Ouattara réserve aux Ivoiriens? D'autant plus que oui, sa candidature est sujet à controverse. L'opposition aujourd'hui conteste sa candidature du fait qu'il est à un 4e mandat, ce que ne prévoit pas la Constitution. Donc, ça jette un doute même sur nos institutions du fait qu'il maintient encore le suspense. On se dit, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bakayoko, alors qu'est-ce que vous en pensez justement? Michel Betta parle de la Constitution, on parle bien de la Constitution de 2016, c'est ça? Oui, oui. 2016, et justement, ça pose un problème selon Michel Betta concernant la non-réaction. En tout cas, le président Ouattara n'a pas dit s'il était candidat ou pas. Dans quelques jours, nous serons fixés. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le délai constitutionnel pour se proclamer, bien pour se proposer à être candidat, oui, c'est au plus tard le 25 août.
Ça, c'est le délai constitutionnel. Bon, c'est-à-dire quelqu'un peut se déclarer candidat 1 an avant, 2 ans avant, même 4 ans avant. Parfois même au lendemain de l'élection précédente, on peut se proposer, on peut se préparer à être candidat pour la prochaine élection. Mais le délai, nous tous sommes tenus par la Constitution. Et la Constitution dit, en l'espèce, jusqu'au 25 août, on peut être candidat. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de droit ici. Ça peut être des problèmes individuels, personnels, mais je pense que ça regarde que les partis politiques. Si un parti politique ne se déclare pas vite, bon, il peut y avoir des problèmes sur le terrain. Ça, c'est le risque que ça pose. Mais ça ne regarde... Par exemple, si un candidat n'est pas bien connu, par exemple, si le président Alassane Ouattara désigne un candidat qui n'est pas connu, bon, ce dernier, le temps de se faire connaître, pour voir les gens, pour que les populations puissent le connaître, le temps peut être limité. Mais ça, c'est leur problème, c'est le problème du RHDP. Ça ne peut pas être un problème de l'ensemble des Ivoiriens. Ce qui concerne les Ivoiriens, c'est au plus tard le 25 août 2025. Donc pour moi, le président Alassane Ouattara est pour le moment dans les délais. Oui. Et pour le reste, ça, ce sont des supputations qui ne regardent que ceux que ça intéresse. Alors, ceux que ça intéresse, Saint-Claver, quel est votre commentaire par rapport justement à cette décision du président Ouattara de nous dire dans quelques jours s'il accepte ou non la décision donc, des congressistes du RHDP? Je pense que le président Alassane Ouattara a pris la pleine mesure des choses. C'est-à-dire? Sa réaction intervient au lendemain d'un certain nombre de bouillonnements de la classe politique. On a vu l'opposition qui s'est manifestée, le PDCI qui a fait une marche très significative avec des militants, un nombre de militants très considérable. On a vu le président Laurent Gbagbo avec ses partisans, on a vu le discours qu'il a tenu. Il a dit qu'il était prêt à aller à la bagarre. Et puis, le président Alassane Ouattara, il vient aussi, ces militants aussi qui bouillonnent, qui veulent tout de suite qu'ils se présentent comme candidats de leur parti. Vous voyez, quand le président Alassane Ouattara sort et puis il dit, certes, je suis d'accord d'être le président du RHDP, mais je suis président de tous les Ivoiriens, c'est significatif. Aujourd'hui, je pense que le président Alassane Ouattara, dans cette atmosphère un peu tendue, il décide de jouer balle à terre. Ça, c'est il décide de faire baisser un peu la tension. Oui. Et il faut le dire, l'opposition a demandé le dialogue, un certain nombre de personnes a demandé que les partis se rencontrent pour discuter. On a vu aussi que des émissaires d'institutions internationales sont passés par là. Il y a eu des émissaires de l'UE, la CEDEAO. Ça, c'est traditionnel, l'Union africaine. C'est traditionnel, mais en fait, tout le monde aujourd'hui est conscient qu'il faut que la paix règne en Côte d'Ivoire, qui a un positionnement stratégique et qui a autour d'elle des pays qui sont en proie actuellement à l'insécurité, au dialogue. Donc, on a besoin de stabilité. Donc, le président Alassane Ouattara, il a pris la pleine mesure des choses. Et je pense que cette sortie participe à calmer un peu la tension et à relancer un certain nombre de dispositions politiques à venir. Alors, et je ne serais pas étonné que dans les prochains jours, il y ait une rencontre avec tous les acteurs politiques pour essayer Alors, Bledson Mathieu, bonsoir, vous nous avez rejoint. Alors, quelle est votre lecture, justement, du fait que le président Ouattara ait demandé quelques jours de réflexion pour se prononcer sur sa décision quant à l'acceptation ou non d'être le candidat à la candidature, parce qu'en réalité, il n'y a pas de candidat, mais le candidat à la candidature de son parti. Est-ce qu'il recule? Est-ce que c'est par rapport à une tension? Est-ce qu'il prend la mesure de la situation? Quelle est votre lecture? Non, je crois que le président a montré qu'il a le lead. C'est vraiment l'opportunité de déclarer sa candidature relève de sa personne et il a le lead. Vraiment, il prend le dessus. Les militants lui ont proposé 2 choses. Être président du parti, dit je suis d'accord, candidat, bon, attendons quelques jours. Mais je ne crois pas que ça soit un recul par rapport à une quelconque situation tendue. Lui-même, dans son discours, il a dit, et c'est la partie la plus intéressante, les élections seront démocratiques, les élections seront apaisées,
faites-moi confiance. Donc ça, ce couple-là, pour moi, signifie que... Mais avant d'arriver à ces élections, parce qu'il parle des élections apaisées, mais il y a un cheminement pour y arriver. Justement, voilà. Je crois que c'est ce dont parle Saint-Claver-Oula avant d'arriver à ces élections. Oui, il a dit, faites-moi confiance. Oui. Il a dit, les élections seront apaisées, qu'il le disait depuis longtemps. Et aujourd'hui encore, il a dit, les élections seront apaisées, les élections seront démocratiques. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Faites-moi confiance. Voilà. Je pense que c'est un chef d'État, c'est un sage. Quand il parle, il faut attendre de voir les actions qui vont mener à cette élection du 25 octobre. C'est dans quelques petits mois. Et il a dit, elles seront démocratiques, elles seront apaisées. La paix est très chère à la Côte d'Ivoire, la paix est chère dans la sous-région. Soit tous ces mots-là, on l'a retrouvé dans son discours. Moi, vraiment, c'est la partie qui m'a le plus... C'est la partie qui vous a marqué. Alors, Bakayoko, vous vouliez réagir tout à l'heure. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est une stratégie ou de la prudence de la part du président Ouattara? Non, c'est de démontrer que c'est lui qui est le maître de son propre temps. C'est de montrer que c'est lui qui a le lead sur sa volonté ou non d'aller à une élection. C'est pour ça que je trouve un peu assez prétentieux de dire que le président a cédé sous une certaine pression, peut-être politique. Il a cédé. Je dis, il a pris la pleine mesure de la situation. C'est différent de céder. Ça, il faut que je le dise. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre la pleine mesure de la situation? Il s'est positionné dans son discours comme le président de l'ensemble des Ivoiriens. Du coup, il écoute ce qui se dit à gauche et il écoute ce qui se dit à droite. Dans le camp de ses partisans et dans le camp de son opposition. Voilà. Mais tu as précédé ce discours du fait qu'il y avait eu des pressions liées aux manifestations politiques. Tu n'as pas voulu donner un chiffre sur le nombre de manifestants, mais tu as dit que c'était des manifestations très importantes. Oui. Et donc, le président a pu peut-être prendre peur ou bien a pu céder peut-être à quelques pressions que ce soit, mais des pressions politiques. Mais à mon avis, je ne pense pas que... c'est une illusion de penser que le président Alassane Ouattara peut avoir peur. Et j'en suis d'autant convaincu qu'aujourd'hui, quand vous avez vu la foule, quand vous avez vu le monde, quand on a ce type de monde-là derrière soi, je ne sais pas de quoi on pourrait avoir peur. Vous savez, les régimes, peut-être, il avait peut-être été lâché par ses militants, que le terrain était aujourd'hui clairsemé, le stade de Bimpé, oui, on aurait pu imaginer qu'il a mesuré les choses, savoir qu'il est lâché par son peuple. Or, aujourd'hui, il a été démontré que son peuple est derrière lui, qu'il a, pour accoudoir, pour dossard le peuple, et ça a été visible. Donc, à mon avis, le président veut simplement montrer qu'il ne cède pas sous la pression et que lui, il est le maître de son temps, il est le maître de son agenda. Alors, Michel Betta, on a vu donc des images, pour tous ceux qui étaient peut-être au stade olympique des Bimpé d'Alassane Ouattara, du monde. Est-ce que... du monde, il y a eu du monde, ça était plein. Ça, c'est les observateurs. Oui. On a tous vu. Est-ce que cela, justement, cette mobilisation est aussi peut-être un message pour d'autres partis politiques? Non, vous savez... C'est une question que je vous pose. Oui, non, je vais répondre simplement. Vous savez, cette mobilisation-là, pour moi-même, je considère ça comme une farce politique. Ça veut dire quoi, une farce politique? Oui, j'en viens. Oui, parce que quand Bakayoko dit comme ça qu'il a la coudoir, quand tu vois cette mobilisation, il sait qu'il est soutenu, mais d'autres avant lui ont vu ces mobilisations-là et quelques jours après, on ne les a plus vus au pouvoir. Donc, c'est pas ça le plus important. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut lire dans tout ce qui s'est passé, c'est que le RHDP a décidé que le président Ouattara soit son candidat. Le président Ouattara, ayant pris la mesure de l'environnement politique actuel, a préféré prendre du recul. Parce qu'il s'agit de quoi? La tension politique, il ne faut pas se leurrer. Actuellement, la tension est perceptible en Côte d'Ivoire. La tension politique, elle est perceptible. On ne peut pas la nier. Parce que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au sein du parti au pouvoir, on a vu que... Mais là, peut-être que vous nous apprenez quelque chose. Oui, on a vu que la rue bouillonne de monde, ce qui n'était pas le cas avant ces 5 derniers mois. La rue bouillonne de monde. On n'avait jamais vu le PDC sortir aussi massivement pour une marche. Et ce n'est pas fini, ça continue à l'intérieur du pays. Le président entend ça, il a les rapports de ses préfets et autres. Donc, on comprend que le président a décidé de jouer balle à terre. Ça, il faut le dire. Il a décidé de jouer balle à terre et nous espérons que cela va conduire à la sagesse que nous avons toujours souhaité, l'ouverture d'un dialogue afin d'apaiser tous les différends. Parce que, n'oubliez pas, la CEI a lancé depuis quelques jours le parrainage. Oui. Et tous les candidats devraient être désignés
pour aller au parrainage. Parce que s'il n'a pas de candidat désigné, tu ne peux pas capter les parrainages. Donc, tout cela devait décider le président. Est-ce qu'il y a une date butoir pour il y a une date butoir, mais le parrainage? Est-ce qu'il y a une date butoir? Même la commission la date de dépôt des candidatures est considérée comme la date butoir. C'est le 25, au plus tard, le 25 août. Oui. C'est le 25 avant août. ça, il faut taper les Voilà, donc il faut être prêt. Mais je voulais quand même, comme j'ai la parole, le répondre. Là, il a fait une lecture, j'ai souri, parce qu'il a dit que Pourquoi vous souriez? Oui, il a dit que le monde qui s'est retrouvé au stade de Bimpe, c'est une farce. OK? Mais le monde qui s'est retrouvé entre Sokosé et le siège de la CEI sur un espace beaucoup plus réduit des militants du PDCI, ça c'est une démonstration de force. C'est pas comme ça, c'est pas ce qu'il a dit. C'était votre commentaire. Et moi, je ne pense pas non plus que Ouattara a eu peur et puis qu'il a reculé. Il voulait avoir la peur. C'est quoi il doit annoncer comme décision? Je suis candidat, oui je ou suis non? pas candidat. S'il est candidat, même s'il annonce le 25 octobre, le jour des élections, ceux qui ne sont pas d'accord, il lui l'a dit, le RADP a beaucoup été critiqué, il a même comparé au mouvement des éléphants. Forcément, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Donc, qu'ils le disent aujourd'hui, qu'ils le disent dans quelques jours, ça produira le même effet. Forcément. Je ne crois donc pas que ce soit ça. C'est plutôt parce que c'est comme quelqu'un qui a une certaine hauteur, qui voit un certain nombre de choses que nous ne voyons pas et qui estime que le temps n'est pas arrivé de le dire. Voilà. Le temps n'est pas arrivé. Oui, Sinclair, vous voulez réagir? Non, en fait, je dis que la commission électorale indépendante avait lancé il y a quelques jours le processus de désignation des représentants des différents candidats. Et la date butoir, c'était le vendredi dernier. Oui. Et jusqu'à présent, le RHDP n'a pas désigné de candidat ou le candidat du RHDP n'a pas désigné de représentants. Donc, ça pour vous dire que on est dans un processus qui apparemment n'est pas respecté en tant que tel, parce que il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un déclic à avoir. Les acteurs politiques et autres doivent véritablement s'asseoir pour s'accorder. Non, en fait, quand vous avez parlé de déclic, certainement, peut-être c'est moi qui fait pas bien la mention de ce que vous avez dit, mais vous avez parlé des déclics. Et moi, le déclic dont je parle, c'est le fait que les différents acteurs arrivent finalement à s'asseoir et à s'accorder sur quelque chose de sorte à ce que les Ivoiriens aillent aux élections présidentielles à l'unisson et avec des rameaux à la main pour qu'on puisse vraiment, si un vainqueur soit connu et que tout le monde applaudisse et que le vaincu appelle le vainqueur. Alors, c'est ce que je voulais dire. En vous entendant, peut-être un sentiment, peut-être que ma lecture est mauvaise, qu'il y a vraiment péril dans la demeure. Vous parlez d'une tension qui est latente. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a péril en la demeure, même si c'est vrai qu'il y a des mécontentements, le PDCI a marché, a été reçu par la CEI. Voilà, il y a des réunions, il y a un front commun, on en parlera tout à l'heure, qui s'est mis sur pied. Est-ce qu'il y a vraiment une tension qui est très, très forte, qui fait peur aux Ivoiriens? Moi, je ne crois pas. Si, attention, peut-être que c'est d'ordre psychologique, parce que les Ivoiriens sont habitués à chaque veille d'élection qu'il y ait des tensions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est depuis 1990, c'est devenu une sorte de rituel, une sorte de coutume. Mais il n'y a pas de tension, en tout cas moi je ne perçois pas de tension particulière qui soit déconnectée des autres tensions qui se passent. Dans tous les cas, nous sommes en compétition. Et quand il y a une compétition, ça cristallise les passions. Ça dit que même si c'est un match de football entre le CE Sport et le Sacraboutou de Bondoukou, parce que vous êtes une ancienne sportive, donc je fais cette allégorie, ça montre qu'il y a forcément des gens, puisqu'il y a quelque chose à atteindre, il y a un but à atteindre et chacun veut la même chose. Donc c'est tout à fait normal. Il aurait même été anormal qu'en cette veille d'élection, qu'on ait une sorte de léthargie, ça aurait montré un désintérêt de la population vis-à-vis de la chose politique. Donc, s'il y a aujourd'hui passion, s'il y a aujourd'hui quelques tensions, et pour moi, ce ne sont même pas des tensions. C'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu démocratique. Si vous voyez ailleurs, par exemple, vous avez vu que même parfois ça va jusqu'à des psychodrames ailleurs. Vous avez vu qu'aux États-Unis, il y a Donald Trump qui a failli se faire arracher les oreilles. La grande démocratie américaine. C'est l'extrême. C'est l'extrême, mais c'est pour dire que les élections, surtout présidentielles, ont toujours cristallisé dans tous les pays du monde. C'est comme ça que ça se passe. La Côte d'Ivoire ne saurait être une exception. C'est vrai, c'est une oasis de paix dans la sous
ouest-africaine, mais elle ne peut pas être une exception parce que la Côte d'Ivoire est aussi un pays démocratique. Et il y a beaucoup de candidats, beaucoup de personnes veulent aller au palais du plateau. Alors, on a parlé de stabilité, le président en a parlé, et je pense que, pour mémoire, et vous me rappellerez cela sans doute aussi, les émissaires qui sont venus de l'ONU, de l'Union africaine, ont parlé de la stabilité. Il est important que la Côte d'Ivoire demeure stable au regard de ce qui se passe dans la sous-région. Alors, le président Ouattara ne s'est pas décidé. Dans l'hypothèse, on va partir d'une hypothèse où le président Ouattara ne se présente pas. Selon vous, même si c'est vrai que c'est en interne, qui pourrait porter l'héritage du RHDP? C'est une colle, Michel Betta? Non, pour moi, ça ne pose même pas de problème. Parce que lui-même le dit, il y a une douzaine de cadres qui peuvent lui succéder. Moi, je crois que même le fait même qu'on insiste sur sa candidature, ça montre un désordre structurel au sein du RHDP. Pardon, ça montre un désordre structurel au sein du RHDP. C'est-à-dire, après Ouattara, on crée un vide. C'est pas normal. Est-ce que c'est ce qui a été dit? Non, c'est l'impression que ça donne. Je le dis pourquoi. Parce que quand on a bâti, comme ce que le président Ouattara estime avoir fait, quand on a construit, mais on ne prépare pas son éternité au pouvoir, on prépare plutôt ceux qui vont lui succéder, les héritiers. Mais on voit qu'au RHDP, il y a ce blocage-là qui fait qu'on a peur de l'après-Ouattara. Et ça donne l'impression que les cadres, comme on le dit, ne sont pas préparés à la succession de leur leader. Et ça, moi, je pense que c'est dommage. C'est votre lecture. Oui, c'est ma lecture, mais c'est ce qui se voit. Et c'est dommage. Parce que, vous voyez, il y a un fait qui n'échappe pas pour ceux qui sont puristes de la légalité. Il l'a dit avec Thiam. Thiam a été plébiscité, il a été mis à la tête du PDCI sans élection parce qu'il a été choisi par une certaine catégorie. Mais au RHDP, c'est pire. Quand vous regardez un peu, j'ai cherché même les statuts du parti pour voir comment on désigne le président du parti. Parce que quand le président Ouattara dit qu'il n'est pas candidat à la présidentielle pour le compte du RHDP, mais il faut qu'il ait déposé une candidature pour que les candidats veulent le choisir. L'acclamation n'est pas un mode non, mais il faut que, même si on doit t'acclamer, tu déposes ta candidature. Il y a un appel à candidature. Mais visiblement, on ne l'a pas vu. Et tout le monde le désigne comme le candidat sans élection, sans comité électoral, sans procédure même d'élection. Et bon, vraiment, vous étiez au parc des expositions? Oui, j'y étais, plus ou moins. Parce que nous avons regardé tout ce qui s'est passé. Dans les travaux, est-ce que vous étiez au parc des expositions? Non, les travaux ne sont pas ouverts à tout le monde. Voilà, mais je veux dire que quand on regarde la procédure, vraiment, elle n'obéit à aucune règle qui sous-tend souvent les partis politiques. Il y a un dépôt de candidature, il y a l'annonce des candidatures, la désignation des candidats, et puis... Alors, Bletson, est-ce que ça... Tout cela nous pose le problème réel qu'au RHDP, vraiment, la démocratie qu'on veut chanter n'existe qu'au gré du chef. Alors, Bletson, est-ce que pour vous, que le président Ouattara ait été élu ou désigné, en tout cas par acclamation, comme président du RHDP? Est-ce que ça pose un problème? Il y a eu cet après-midi à Ebimpe 2 discours. Oui. Celui de Patrick Achi, président du Congrès, et celui d'Alassane Ouattara, choisi par le parti. Achi a fait le point du processus du Congrès, qui a commencé par les pré-congrès dans les régions avant dans les 47 régions. 47 pré-congrès. Ils ont demandé aux militants dans les différentes régions de regarder et de désigner un candidat. Oui. Chaque région a dit on veut Ouattara. Oui. Lorsqu'ils se sont retrouvés, Patrick Achi l'a dit, quand ils se sont retrouvés samedi au parc des expositions, ils ont fait le point et à l'unanimité, ils ont dit c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit. Tout le monde est d'accord que ce soit Ouattara. Vous voulez qu'on passe quoi? Donc ce n'est pas un manque de démocratie. Non, faut pas. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas un manque de démocratie. Et l'énergie avec laquelle l'opposition combat Ouattara montre que les militants du RHDP qui veulent gagner les élections à facilité. Vous voulez jouer un match et l'équipe adverse dit non, votre meilleur joueur, on ne veut pas ça. Bon, vous dites, on le met comme ça, on gagne facilement. Pour le RHDP, ce n'est pas tant est-ce qu'après Ouattara, on ne peut pas trouver un candidat. Ce n'est pas ça. C'est que ils veulent ne pas trop souffrir pendant les élections. Donc s'il y a quelqu'un qui effraie d'abord tout le monde, ils font des conférences de presse pour dire on ne veut pas qu'on le classe. L'essentiel de leurs arguments, on ne veut pas qu'on le classe. Donc il dit bon, nous on va le classer, puis bon, c'est fini. Et c'est aussi pour ça que les militants dans les sections, dans les bases, dans les régions, le président Ouattara l'a dit, le RHDP représente dans chaque village en Côte d'Ivoire, c'est extrêmement important. Ceux qui le combattent n'ont pas écouté. Donc c'est pourquoi. Sinon, régulièrement, après 2 reprises au moins, il a dit il y a une douzaine de candidats. Potentiels. Une demi-douzaine, pardon. Et la deuxième fois qu'il le disait, il a même dit ils sont tous dans cette salle.
Non, c'était très clair. 5 claviers après Bakayoko, je vais vous entendre. Mais il faut dire qu'au Congrès aussi, il y avait Évariste Méambli qui avait voulu être candidat. Qui a même été... Non, toi-même, quand tu entends son nom, tu entends son nom, il ressemble à quelqu'un. Non, Bledson, s'il vous plaît. C'est ce mépris. Non, c'est pas la personne. C'est-à-dire, il y a un processus. Il faut d'abord être peut-être secrétaire de section, secrétaire de base, il faut qu'on donne. Oui, mais il faut le laisser aller déjà. Il faut le laisser aller déjà et dire officiellement que sa candidature les dispositions mises en place. On l'a pas empêché, il n'a participé au aucun congrès dans une des régions. Mais il n'a pas eu droit à la parole. S'il vous plaît. En fait, je vais revenir à votre question. Je vais revenir à votre question où vous dites que si le président Alassane Ouattara ne se présente pas, qui va se présenter? Quel pourrait être l'héritage, justement? Quel pourrait être l'héritage? En fait, ça m'amène à revenir un peu sur le discours du président du comité d'organisation, le Premier ministre Patrick Achi. Dans le discours du Premier ministre Patrick Achi... président du Congrès. Oui, président du Congrès. Il a dit... Monsieur le Président Alassane Ouattara, soyez candidat pour nous. Même si vous ne voulez pas être candidat pour nous, soyez candidat pour Dieu. C'est-à-dire, faites-le à cause de Dieu. Oui. Vous voyez, moi, ça me pose vraiment un problème d'éthique. Ça veut dire quoi? Ça apporte de l'eau au moulin de Évariste Méambli, que j'ai cité tantôt, et M. Yaya Fofana, qui est le président de MFA et membre du RHDP, pour dire que le président Alassane Ouattara, il est pris en otage par un certain nombre de personnalités au sein du RHDP. Vous basez sur quoi pour dire ça? Oui, mais comment le président Alassane Ouattara, vous lui dites que si vous ne voulez pas être candidat, soyez forcément candidat. Quelqu'un qui n'a pas le cœur à l'ouvrage, quelqu'un qui n'a pas le... Bon, donc ça voudrait dire quoi? S'il n'a pas le cœur à l'ouvrage, il faut le forcer à être président. Oui. Il a été demandé au président Alassane Ouattara d'être candidat pour 2 éléments. La présence du RHDP et comme candidat du RHDP. Oui. Donc l'élément, comme président du RHDP, il a accepté. Oui. Mais personne ne l'a forcé à être candidat pour la présidence de la République. Il a dit. Mais c'est ce que semble. Il a dit. On est des journalistes, on nous regarde. Oui. Il a dit qu'il va dans quelques jours, il va nous dire, après une mûre réflexion, il donnera sa réponse. C'est ce qu'il a dit, sauf erreur de ma part. Je pense qu'on l'a tous suivi. Oui. Donc personne ne lui force la main. Oui. Je ne pense pas que quelqu'un lui force la main. Et autant vous avez parlé, Michel Betta, des organes en interne. Mais Ambli et Ouattara étaient à l'intérieur. Moi, j'évoque le discours du président du Congrès qui dit, Monsieur le Président, soyez candidat, soyez notre candidat. Si vous ne voulez pas être notre candidat, faites-le pour la cause de Dieu. C'est ça qui vous dérange. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça vous dérange? Tu vas voir la réaction de... Parce qu'avant de dire ça, il a dit que l'ensemble des militants, pour ce qu'il a fait, ils ont fait aussi le bilan, pour ce qu'il a fait, souhaitent qu'il continue de travailler. Ils souhaitent qu'il continue de bâtir la Côte d'Ivoire pour les jeunes, pour les femmes. Pour tout cela, si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, si vous ne voulez pas le faire pour nous qui sommes dans le parti, faites-le au nom de Dieu. Au nom de Dieu, parce que ta présidence a apporté ça à la Côte d'Ivoire. Voilà. Bakayoko, qu'est-ce que... Si tu veux contester, vous contestez les éléments même qui rentrent dans l'argument, c'est-à-dire les réalisations. Le RRP n'a pas fait... Oui, mais le président Alassane Ouattara dit qu'il y a une demi-douzaine de personnalités au sein du RHDP qui peuvent... Ils n'ont parlé de personne d'autre que de leur bilan et de l'évolution de leur parti. Ouais. Bledson, je voudrais écouter l'enseigné Bakayoko justement sur cette question. Sur la question de la déclaration du président du Congrès et l'attente aujourd'hui concernant le président Ouattara. Est-ce que ça pose un problème? Vous savez, la personnalité du président Alassane Ouattara, en tout cas dans la configuration actuelle, c'est une personnalité un peu atypique. Vous avez vu l'impulsion qu'il a donnée. On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. On peut même aller dans le sentimental. L'aimer ou ne pas l'aimer. Mais force est d'admettre, de reconnaître qu'il y a eu quand même une dynamique de développement aujourd'hui qui a amorcé en Côte d'Ivoire. Oui. Ça, c'est vraiment factuel. Nous sommes des journalistes. Notre matière première, ce sont les faits. Ça, ce sont des faits. Maintenant, dire qu'il aurait pu faire beaucoup plus, ça, ce sont des commentaires. Et ça aussi, ça relève de nos prérogatives. Maintenant, quand on parle de la demi-douzaine, en réalité, le président Ouattara,
c'est la personnalité qui a mis la vision en marche. Mais cette vision-là, qui donne aujourd'hui des fruits, a été implémentée sur le terrain de façon opérationnelle par des gens, par ses partisans, par ses ministres, par son administration qui l'a mise en place. Ça veut dire que c'est certes un projet individuel, mais c'est davantage un projet collectif. Donc le bilan qu'il est en train de défendre aujourd'hui, c'est vrai, c'est son bilan, mais c'est aussi le bilan du RHDP et de son gouvernement et de tous ceux qui ont accepté de travailler avec lui. Et quand je dis ça, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour dire, ça veut dire que chacun de ces 12 personnes, en tout cas la demi-douzaine-là, peut revendiquer une part de l'héritage du président Ouattara, peut revendiquer une part de ce développement qui est amorcé. Maintenant, il y a une question de stratégie, ça c'est en interne. Il n'appartient pas à tel ou tel parti d'aller désigner le représentant, celui qui va porter le flambeau de tel autre parti. Pour moi, ça relève des questions internes et tout le monde peut le faire pourvu qu'on reste dans les limites de la loi. Alors, messieurs, est-ce que la décision du président Ouattara de ne pas annoncer sa candidature ou non peut changer justement certains éléments en ce qui concerne l'opposition, PDCI, PPACI, CAPCI. Est-ce que le fait qu'il ne se soit pas décidé à aller donc à la course au scrutin présidentiel peut changer la donne, peut-être changer les plans? Moi, je crois que le message a été perçu par l'opposition, parce qu'il donne encore des gages de pouvoir discuter. C'est ça, moi, je pense que c'est le premier élément qu'il faut déterminer dans son recul stratégique, comme il a démontré. Ça donne des gages qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour désamorcer toutes les crises latentes. On l'a vu, l'opposition depuis longtemps réclame qu'on aille refaire la formule de la CEI. Il réclame également qu'on aille... Pas une réponse par rapport justement à la réforme de la CEI. Le président Hubert a expliqué que ce n'était pas possible. Non, vous savez, Hubert, quand tu parles, le président Hubert, quand il parle toujours, il dit tout appartient aux politiques. Oui. Et le président Alassane Ouattara, en décidant de ne pas accepter maintenant, je pense qu'il veut donner une place à la politique. Ça, moi, c'est comme ça que je comprends son discours. Au-delà des apparences, je pense qu'il veut donner une place aux politiques. Parce que le politique doit s'exprimer pour qu'on en arrive à trouver une entente, je veux dire, minimale pour aller à ces élections-là. Parce qu'il ne faudrait pas... Il a dit... Je pense que son discours doit être compris par ses partisans en premier. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Il s'est adressé à tous les Ivoiriens. Oui, non, parce que depuis toujours, vous savez, la Constitution de 2016 a fait, je ne vais pas revenir dessus, mais de tout temps, il a été dit dans la Constitution qu'il ne faudrait pas que le président d'un parti politique soit président de la République. Le président Ouattara n'a pas voulu, il a voulu être président du parti et président de la République. Donc, toutes ces questions-là, jusqu'ici, on a du mal à déterminer sa volonté d'être président de tous les Ivoiriens, d'être président d'un parti. Donc, en le disant, je pense que c'est pour donner une place aux politiques. Parce que il ne m'adresse plus maintenant simplement à vous, mes militants, mais je m'adresse à tous les Ivoiriens, ceux qui ont marché hier, ceux qui sont allés au meeting, ceux qui ont décidé de se battre. Donc, je m'adresse à tous ceux-là, je veux donner une place. Est-ce que c'est la première fois, Bledson, parce qu'on a un autre sujet. Est-ce que c'est la première fois que le président Ouattara parle en disant « je m'adresse aux Ivoiriens » Est-ce que c'est... En général, c'est vrai que c'était un parti, il est président d'un parti politique, mais est-ce que c'est la première fois qu'il s'adresse à tous les Ivoiriens? Non, ça c'est son travail au quotidien, les discours à la nation, tous les discours du parti politique. Dans sa position de chef d'État, s'adresse aux Ivoiriens. Oui. C'est parce que là, il était avec des militants du RHDP et que généralement, quand un parti convoque une telle assemblée, une telle réunion, il fait les projections sur l'opposition ou le parti au pouvoir fait l'attaque les autres. Et là, le RHDP a fait l'option de dire on parle de nous. Donc quand il vient, au lieu de faire président, il dit je suis le président de tous les Ivoiriens. Je suis d'accord avec Beta de dire que cette phrase, on peut l'interpréter en disant qu'il va faire attention un peu à ce qui se dit ici, ce qui se dit là, faire en sorte que tout le monde puisse être peut-être candidat, parce que quand il parle après d'élections démocratiques, d'élections, tout ça sont des commentaires, bon, ça relève de nos compétences comme... Oui, il y a le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui a déjà réagi sur le méta, qui se réjouissait de ce que le président Alassane Ouattara ne se décide pas à être candidat, et il espère que
qu'il le matérialise dans les jours à venir, qu'il ne soit pas candidat. Donc il faut dire, comme pour revenir à ta question, que l'opposition commence à se prononcer déjà. Et je pense qu'avant ce débat, il y a un des responsables du PPACI, Damana Picasse, qui devait se prononcer. Alors, vous dites que, en fait, le président du FPI souhaite que le président Ouattara ne se présente pas. Michel Betta parle d'une possibilité d'ouverture de dialogue. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, par rapport à cette situation, cette attente, en réalité? Moi, je pense que si le président n'a pas voulu se prononcer devant ses militants, parce qu'aujourd'hui, le président se considère, et moi, je suis d'accord avec lui, comme un patrimoine national. C'est-à-dire, le président va au-delà des considérations partisanes. Il est aujourd'hui transpolitique. Ça veut dire qu'il est transpartisan. Ça veut dire qu'il est... Et à la fois, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas encartés, et je crois que c'est la majorité, puisque les partis, ce sont des... Quand aujourd'hui on prend l'ensemble de tous ceux qui sont politiquement marqués, je ne pense pas que ça vaille le tiers de la population ivoirienne. Ça veut dire que le président Ouattara aujourd'hui est un patrimoine national. Et quand je le fais, ce n'est pas de la dithyrambe, mais c'est la réalité politique qui convient aujourd'hui. Vous avez vu le monde qui s'est déplacé. Donc, à mon avis, le président dit, moi je suis un patrimoine national, je ne vais pas faire uniquement des jaloux, je ne vais pas faire de privilèges qu'à un camp, c'est-à-dire le camp du RHDP. J'appartiens à tous les Ivoiriens, donc c'est à tous les Ivoiriens que je transmettrai ce message, et cela donne l'impression qu'effectivement, le président est en position d'être vraiment un chef d'État, un président de la République, et il n'est pas le président d'un clan. Ici, il aurait déclaré sa candidature aujourd'hui, ça aurait pu être considéré qu'il a favorisé un clan contre un autre, mais aujourd'hui, le président a pris une décision extrêmement importante, extrêmement sage, qui montre effectivement qu'il est, comme je l'ai dit, un patrimoine national, un homme politique, transnational, qui permet aujourd'hui aux Ivoiriens d'amorcer un nouveau développement, un nouveau chapitre de leur développement, et quelle que soit la décision qu'il va prendre, il restera un homme atypique dans le paysage politique. Très bien. Nous avons un second sujet, et je pense que ce sujet, il va être débattu jusqu'à ce que le président se décide. Accord PDCI, PDCI, RDA, PPACI, qu'en attendre? Nous retrouvons Kone Siaka. Deux grandes figures de l'opposition, le PDCI-RDA et le PPACI, unissent désormais leurs forces face au RHDP au pouvoir. Ce rapprochement stratégique intervient dans un contexte de forte tension autour du processus électoral. Objectif, constituer un front commun pour exiger un scrutin transparent et inclusif. Les réclamations des deux partis sont connues. Mais au-delà des revendications, cet accord vise aussi à fédérer les électeurs de l'opposition autour d'une dynamique unitaire. Une ambition qui pourrait changer la donne dans un paysage marqué par la dispersion des voix contestataires. En relançant la mobilisation à travers le mouvement citoyen Trop, c'est trop, les deux leaders Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo espèrent peser sur le débat politique et contraindre le pouvoir à davantage d'ouverture. Cette alliance suffira-t-elle à inverser le rapport de force? Le camp présidentiel reste solidement ancré, mais sur le terrain politique comme symbolique, cet accord envoie un signal fort. L'opposition entend désormais parler d'une seule voix. L'issue de la présidentielle dépendra non seulement de la capacité du pouvoir à garantir l'équité du processus, mais aussi de celle de cette nouvelle alliance à transformer son entente en force de proposition crédible et mobilisatrice. Merci Siaka Kone. Alors messieurs, comme indiqué donc par Siaka Kone, il y a ce front commun qui est né, PDCI, RDA, PPACI. Alors, est-ce que vous pensez qu'il puisse fédérer les électeurs de l'opposition autour d'une dynamique unitaire? D'abord, sur le principe, moi je salue la mise en place d'une telle organisation. Oui. Ça montre quand même la vitalité démocratique de la Côte d'Ivoire et que les gens ont compris qu'ils sont en situation de minorité par rapport au pouvoir politique qui est aujourd'hui, l'autre gouvernant aujourd'hui, et qu'il va falloir se mettre ensemble pour pouvoir, si vous voulez, faire front. Vous pensez que c'est ça qui a milité? Je pense que c'est cela. Maintenant, c'est qu'il y a quand même quelques intrigues. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un front idéologique, c'est plutôt un front stratégique. Mais en réalité, et ça je vous le dis avec tout mon air sérieux, j'ai l'impression que c'est un contrat de dupes. Parce que j'ai l'impression que chaque parti, le PPACI et le PDCI, chacun veut utiliser, l'un veut utiliser l'autre comme une béquille en réalité. Parce que voyez-vous, la configuration politique, c'est quoi? Le PPACI n'a pas les hommes, mais il a la fougue.
C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est des gens, ils ont à peu près le même ADN que les gens du RHDP qui, aujourd'hui, sont prêts à affronter le terrain, en tout cas, avec tous les moyens qui sont possibles. Le PPACI, oui, a cet ADN-là. Mais le PDCI, qui a du monde derrière lui, n'a pas cet ADN, n'a pas cette volonté, enfin la volonté, mais n'a pas cette capacité combattante-là. Donc le PDCI veut utiliser la force de terrain du PPACI, l'utiliser, et le PPACI, lui, veut utiliser la masse populaire que le fait de PDCI draine. Donc de ce fait, il y a aujourd'hui une sorte de contrat de dupe. Contrat de dupe. Mais ce qui m'intrigue davantage, c'est le positionnement du PDCI et RDA qui est aujourd'hui en situation de polygamie politique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore rompu le mariage avec Cap Côte d'Ivoire, CAPCI, et se sont mis en ménage avec le PPACI. Et ça, je trouve cela rédhibitoire. 5 Laverroula, CAPCI, PDCI, Front commun, avec le PPACI, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une alliance, un front commun solide? Oui, pourquoi pas? Parce que le processus a débuté même depuis du vivant du président Henri Konan Bédié. Depuis le président Henri Konan Bédié qui s'est rendu à Bruxelles, je crois, il y a eu ces rencontres là-bas. Et puis ensuite, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, il allait voir son aîné, le président Henri Konan Bédié, à Daoukro. Il y a eu des échanges. Ils se sont régulièrement fréquentés avant le descend de Bédié. n'existait pas encore. Oui, la CAPCI n'existait pas encore. Donc il faut dire qu'il y avait déjà cela. Il y avait déjà cette intention-là déjà de matérialiser quelque chose. Et même quand le président Laurent Gbagbo s'est rendu dans le Cavalier et le Guémont, et que le président Henri Konan Bédié y était représenté par le président du groupe parlementaire PDCI, Simon Do, là-bas, le président, il a fait un discours dans lequel il a dit que s'il rentrait à Abidjan, et effectivement, quand il est rentré à Abidjan, les choses se sont mises en place. Et puis, le destin a fait que le président Henri Konan Bédié est décédé et Tidjane Thiam a repris le bâton de pèlerin. Donc, moi, je ne suis pas étonné aujourd'hui que cette alliance-là se formalise. D'accord. Et elle se formalise aussi bien que parce que les partis aujourd'hui ont le même objectif, ont un objectif commun. C'est lequel? C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale, le président Tidjane Thiam a été radié par la liste électorale. Ces deux principaux leaders. Et puis, à côté, il y a Charles Blé Goudet, il y a même Akossi Bendio qui est au PDCI. Donc, je pense que quand l'opposition se met en place aujourd'hui, c'est comme il a dit, il a sorti un mot, c'est par stratégie. Même quand les deux n'ont pas la même idéologie, c'est par stratégie, c'est pour aller à la conquête du pouvoir. Eux tous sont d'accord qu'il faut faire partie du RHDP du pouvoir. Ça, c'est déjà un objectif commun. Eux tous sont d'accord qu'il faut obtenir l'inscription sur la liste électorale des grands leaders qui ont été éjectés. Alors, je vais écouter Michel Bétard. Déjà, il faut aller dans cette optique. Michel Bétard et puis Bledson. Alors, quand vous regardez cette alliance, c'est une alliance stratégique aux multiples enjeux. Il faut le dire. Parce que, d'abord, stratégique en quel sens? Parce qu'ils l'ont dit clairement, c'est un front commun. Un front commun sur certains points précis. Et qu'est-ce qu'on fait de l'autre alliance avec CAPCI? Non, la CAPCI s'est prononcée. Je pense elle prend acte. Elle a pris acte. Oui. Elle a dit une phrase qui doit vraiment nous interpeller. On peut parler d'une voix pour une chose qui nous concerne tous. Oui. Donc je pense qu'elle a pris acte et elle adhère même à ce que les alliances se fassent pour le bien-être de l'opposition en vue de la reconquête du pouvoir. C'est un front commun qui est né contre le RHDP. Et moi, je pense que le RHDP en a mesuré suffisamment la capacité de ce front commun-là vis-à-vis pour la conquête du pouvoir, au point que certains leaders du RHDP sont prononcés sur sa capacité. Mais ça n'est pas le plus important. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'opposition, comme on le disait la dernière fois, l'opposition est aujourd'hui en ordre de bataille. Elle est en ordre de bataille, elle renforce ses forces, contrairement à ce que beaucoup pensent. Comme Bakayoko l'a dit, l'opposition n'est pas dispersée. Ce n'est pas un mariage déraisonné, c'est un mariage de raison. Oui. Et tout le monde adhère, toute l'opposition adhère. Le CAPCI n'est pas opposé à ça. Donc il faut
Faut le comprendre bien. L'opposition, aujourd'hui, on est arrivé à une opposition solide, dynamique, qui se mobilise. Et je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue de faire inscrire, plus que jamais, ces leaders-là sur la liste électorale pour que la compétition soit ouverte, transparente et permette aux Ivoiriens de choisir le meilleur. Bledson Mathieu, alors ce front commun, cette alliance, ce mariage, on a quand même souvenir d'autres coalitions qui n'ont pas été très loin. Alors aujourd'hui, est-ce que ce front commun va tenir la route? Non, ça ne pourra pas tenir la route, ça n'ira pas très loin. Pourquoi? Quand les raisons pour lesquelles ils se sont mis ensemble seront résolues. C'est-à-dire qu'on a vu quand même, je ne vais pas les descendre trop loin, les passes d'armes entre Babo et Tidjane Thiam. Parce qu'au-delà de chaque parti est créé pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas tellement pour chasser le parti au pouvoir, mais c'est pour prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'on crée un parti. Donc, tu as deux grandes formations politiques et chacune veut le pouvoir. Donc, leur idée, c'est d'aller aux élections. Au moment où ils arrivent, ils constatent qu'ils sont liés par un sort commun. C'est-à-dire que si tu veux chercher la place du leader d'opposition, ce que Babo visait, ce que Thiam visait, tu risques de ne même pas aller quelque part, d'autant plus que vous êtes liés par un sort sans papier, en gros. Mais si demain, ils retrouvaient leur statut de candidat... À la candidature. Voilà, parce qu'il n'y a pas un programme commun. Ils l'ont bien dit, c'est pas qu'ils ne sont pas... C'est pour faire partir le... Un front pour faire un combat sur 5 points. Oui, 5 points. Voilà, ils n'ont pas de programme en commun. Il n'y a pas de candidature commune. Ça vient après. Potentiel commune, il n'y a pas de candidature potentielle commune. Non, ça, c'est pas le débat actuel. C'est pas le débat actuel. On a vu avec le RHDP. Le RHDP n'a mis une alliance pour diriger qu'après avoir conquis le pouvoir. Pour l'instant, c'est que chacun aille avec ses moyens et que le meilleur peut-être sera suivi par l'autre. Alors, est-ce qu'il y a un projet en réalité alternative, si ce n'est uniquement une volonté de conquête? Enfin, il y a les 5 points dont nous avons parlé, mais est-ce qu'il y a une volonté justement forte de conquérir ce pouvoir? Parce que si les 5 points sont réglés, est-ce que va devenir l'opposition? Elle va encore se fractionner, Bakayoko? Oui, bien sûr. Moi, je pense même qu'elle n'aura même pas le temps de se fractionner. Elle est déjà fractionnée. Comment ça? Elle est déjà fractionnée parce que ce front commun, c'est un front factice, en réalité. Ils ont signé. Mais il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Parce que pour que ce front soit solide, il faut qu'il y ait un contenu, il faut qu'il y ait un guidon, il faut qu'il y ait un conducteur dans la cabine. Aujourd'hui, il est clairement établi que ce front commun n'a pas de boussole en réalité. Parce qu'ils ont deux personnes. Ils ont poussé l'objectif. Oui. Et les problèmes qu'ils posent sont des problèmes caducs. Ah bon? Sont des problèmes caducs. Et tout à l'heure, à certaines parenthèses, j'ai été heureux que la CEI respire un peu. Elle n'est plus responsable de tous les travers du monde. Je l'ai constaté dans tes propos. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as dit que la CEI dit elle ne se tient qu'aux politiques. Si les politiques décident, elle décide. Donc, la CEI bashing aujourd'hui n'a plus sa raison d'être. Pour moi, aujourd'hui, le front aujourd'hui... Le front commun. Le front commun, oui. L'objet de sa création est sans enjeu. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas reprendre le processus de recensement, on ne pourra pas recommencer le monde. Et ça, c'était un problème. Maintenant, moi, ce qu'il ne faut pas nier ici, c'est que la CAPSI est larguée. Elle est larguée, complètement larguée aujourd'hui. Elle a dit qu'elle prend acte, mais je considère que c'est un langage purement diplomatique, mais elle est larguée. Elle a le comportement aujourd'hui d'une femme qui a été injustement répudiée et qui se résigne. Pourquoi c'est le seul exemple que vous prenez, Bakayoko? Et qui est obligée de se résigner. Parce que quand tu vois le communiqué qui a sanctionné et c'est un communiqué... Quand on voit le signataire, il est complètement laconique. Donc, pour moi, l'opposition ivoirienne est aujourd'hui fissurée, puisqu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de stratégie. Contraire au RHDP en 2005 qui se constituait, qui avait un objectif clair. Dans lequel? Un objectif clair, c'était de mettre fin à la rébellion, mettre fin au désordre, mettre fin... je dirais pas... Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif clair, il n'y a pas de capitaine dans ce bateau. D'accord. Ça ira à volo. Saint-Claver, est-ce que le Front commun ira à volo, comme le dit Bakayoko? Non. Je pense que mon confrère Bakayoko est en train de dire ce qu'il n'est pas. Je pense que les choses sont claires. Hein. Et CAPSI n'est pas largué, comme il le dit. Et le président Laurent Gbagbo a été
officiellement désigné pour être le coordinateur. La boussole. La boussole. Laurent Gbagbo, lui, veut faire la bagarre. Oui, mais il veut faire la diplomatie. Oui, mais tout ça, c'est des éléments. Tous ces éléments-là, quand tu échanges avec les personnalités de ce mouvement-là, tu donc vous êtes dans le secret des dieux. Tu comprendras clairement, mais je suis journaliste. Quand l'autre décide de faire la bagarre, l'autre s'en va faire la diplomatie pour faire comprendre aux gens pourquoi est-ce qu'on fait la bagarre. Donc chacun joue son rôle. C'est comme ça se passe. C'est tellement clair, la CAPSI n'est pas larguée, parce que le porte-parole du PDCI a été clair. Il a dit le front commun que nous formons, c'est pour favoriser l'unité d'action afin de remettre sur la liste électorale. Il a même cité Charles Blé Goudé, et c'est à ça que je veux en venir. Il a, en plus d'avoir cité le président Laurent Gbagbo, le ministre Tidjane Thiam, Akossi Bengio, Guillaume Soro, il a cité Charles Blé Goudé qui fait partie des CAPSI et dont le mouvement n'a pas signé le front commun. Donc, personne n'est largué. L'opposition qui se regroupe, comme je l'ai dit tantôt, l'opposition se regroupe pour, comme je l'ai dit tantôt, obtenir un certain nombre de résultats. C'est-à-dire l'inscription sur la liste électorale des grands leaders et la reprise du processus électoral. Non, moi je ne m'attarde pas là-dessus parce que ceux qui sont réunis sont assez importants, mais ça suffit clairement aussi qu'ils ont été largués. La première coalition qui est faite, ça comporte tous les partis sauf PPACI. Si le PPACI veut rejoindre, c'est le même bloc. Il est rejoint. Oui, mais ils extraient de ce bloc-là, le PPACI. Si je vais dans ton sens, je dirais que ici le PDCI se porte en chose comme en médiateur pour faire des deux entités, parce qu'il ne faut pas l'ignorer. Le FPI et le PPACI, c'est devenu comme, pour parler... Messieurs, alors est-ce qu'on est dans une guerre? Est-ce qu'on pourrait être, au regard de ce que vous dites, PPACI, PDCI, et PPACI et FPI, vous dites, le courant ne passe pas très bien, je choisis mes mots. Est-ce qu'on pourrait être dans une positionnement en ce qui concerne l'opposition et la recherche d'un leader pour l'opposition? Mais à la recherche d'un leader pour l'opposition, l'opposition l'a trouvé. Vous savez, quand on dit l'opposition lors des batailles, ils ont choisi Laurent Gbagbo. Donc, Tidjane Thiam a accepté, pour les intérêts du moment, pour les intérêts du front, il a accepté de se mettre derrière Laurent Gbagbo pour aller au combat. Il a dit. Et le CAPCI avec Mme Gbagbo. Ils ont pris acte. Prendre acte, ça veut dire qu'on accepte? Non, c'est-à-dire que j'accepte. C'est-à-dire que je ne condamne pas. Je suis d'accord, parce qu'elle a dit à la seconde, après avoir pris acte, elle dit on peut dire la même chose avec des voix différentes, mais le même combat. Donc je pense qu'elle est dans une logique qui montre que l'opposition ne veut pas se fissurer. Contrairement à ce que peut penser le RDP, l'opposition aujourd'hui, moi je pense que si ils organisent une manifestation demain, on verra que ce sera toute l'opposition réunie contre le RDP. D'accord. Alors très rapidement, messieurs, ça va tellement vite. Je vais faire un dernier tour de table. Nous avons 5 minutes. Je vais juste avoir vraiment... je vais vous donner la parole et puis je finirai avec Michel Betta. Qu'attendre justement concrètement de ce front commun, sachant que derrière aussi, il y a un mouvement qui s'appelle Trop c'est trop, qui est affilié ou appuyé ou porté par le PPACI. Très rapidement. Chacun doit pouvoir parler. Moi, je suis en train de comprendre que que Tidjane Thiam a renoncé à ses ambitions présidentielles au profit de Laurent Gbagbo. Puisque à partir du moment où Tidjane Thiam, dis-tu, s'est mis derrière Laurent Gbagbo, alors qu'il y a 3-4 mois, ce n'était pas le discours. Le PDCI, j'ai entendu dire qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un aujourd'hui pour pouvoir assouvir ses ambitions présidentielles. C'était le discours qui était ambiant. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un combat des chefs qui est différé, mais qui va s'opérer forcément. Parce que je ne vois pas comment Laurent Gbagbo pourrait laisser le tabouret à Tidjane Thiam, lui dit, il prend le leadership. Je ne vois pas comment. Et je ne vois pas aussi comment Tidjane Thiam aujourd'hui, mais plus globalement le PDCI, pourrait abdiquer et laisser la place au PDCI. Merci, Lansinier. Il est connu de tous que le PPACI a son candidat, que le PDCI a son candidat. Il n'y a pas de candidat pour l'instant. C'est-à-dire chacun a son candidat et ils s'en vont se mettre ensemble pour atteindre un objectif commun. Donc, que maintenant, ils se mettent ensemble et qu'ils obtiennent pour les différents candidats d'aller aux élections,
Ben après, quand il y aura un deuxième tour, l'opposition avisera. Donc c'est un processus. Et puis le fait de former CAPSI, ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est terminé. C'est un processus. Au fur et à mesure, il peut y avoir des discussions et tous les autres mouvements vont rejoindre le front commun. Donc vous avez de l'espoir. Bledson, qu'est-ce que vous pensez justement de ce front et rapidement de... Non, ce front s'arrêtera le jour où Babo et Thiam auront chacun leur papier pour aller aux élections. Mais ce n'est pas franchement une mauvaise chose. C'est la vitalité d'une démocratie. C'est que l'électeur ait une panoplie de choix. Effectivement, s'il y a un second tour, les partis éliminés peuvent choisir maintenant d'aller à droite. Mais pour l'instant, le PDCI, c'est une entité entière qui a son candidat. Le PPACI, une entité entière qui a son candidat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un parti se bat pour arriver au pouvoir. Donc il se bat en fait contre tout le monde. Contre celui qui est au pouvoir, contre ceux qui sont dans l'opposition. C'est normal. Hein? C'est tout à fait normal. Voilà. Merci beaucoup, Bledson. Rapidement, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où l'opposition a compris qu'il faut mutualiser les militants, il faut mutualiser les ressources, il faut mutualiser la logistique pour faire en sorte que, pour savoir distinguer le vécu du vernis que le RADP a beaucoup vendu aux Ivoiriens, et ils sont unanimes. Aujourd'hui, après 15 ans de gestion... Qui sont unanimes? Les acteurs de l'opposition, après 15 ans de gestion du pouvoir, le RADP est arrivé au bout et soufflé non seulement par son président qui a reconnu qu'après 80 ans, il est difficile de gérer un pays parce que... Il n'a pas dit... On ne va pas rentrer dans... Oui, non, mais je veux dire qu'aujourd'hui... C'est sujet. Il a dit qu'il est en pleine forme. Donc, restons sur le forum. Je veux dire que l'opposition a compris qu'ils vont mutualiser leurs militants, mutualiser leur logistique, mutualiser leurs finances, tout, pour faire en sorte que le vernis que le RADP a longtemps mis sur le pays soit vu par le vécu des Ivoiriens et les Ivoiriens auront l'occasion de choisir. C'est ça. Très bien. Merci, messieurs. Bakayoko, Claver Saint-Oula, Saint-Claver-Oula, Bledson Mathieu, Michel Betta. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est un débat qui est loin d'être terminé. Ne partez pas. JT de 20h tout à l'heure. Et la semaine prochaine, vous retrouvez Ahmed Silué. Bonsoir et à très bientôt. Merci.